Bonjour Hervé et René Martin. Bonjour Aurélien. Tu nous as reçus en novembre dernier chez toi, en Ardèche, Mhm. et nous avons fait une interview. Tu nous as notamment parlé des attentats qui venaient juste d'avoir lieu. C'était un peu impromptu, mais le sujet a vite dévié sur cette thématique. Et aujourd'hui, un an après de nouveaux attentats à Nice et là récemment à Berlin, un peu sous les mêmes procédés, on voit que ça continue. Et dans ta dernière interview, tu nous disais, je pense que c'est pas prêt d'arrêter. Mhm. Quel a été le cheminement jusqu'à aujourd'hui? Le cheminement du livre, vous m'avez posé une question, et la question c'était qu'est-ce que cachent les attentats? Et j'ai laissé maturer cette question pendant un an à peu près. J'ai travaillé, j'ai fait des recherches. Et la réponse aujourd'hui, qui est la réponse de ce livre, qui s'appelle Les attentats à la lumière de la conscience, c'est qu'est-ce que révèlent les attentats? En fait, les attentats montrent tout. Ils montrent l'état actuel de notre société. Je pose plusieurs théories dans le livre. La première, c'est que ce n'est pas seulement l'islam qui se radicalise, c'est l'humanité. Et on est à un moment critique. Critique, ça vient du grec krisis, qui veut dire choix, décision. Nous avons un choix à faire. Soit nous continuons et nous basculons, c'est-à-dire que on bascule, il y a deux solutions, c'est-à-dire première solution, c'est la fin de l'humanité. Hein. Deuxième solution qui me paraît peut-être plus vraisemblable aujourd'hui, c'est une réduction drastique du nombre d'humains organisée par une gouvernance mondiale qui est de l'ordre de la dictature. Et donc moi je nais, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a créé à la fois la solution finale, c'est-à-dire la mort, le génocide industrialisé. On a gazé les juifs avec des gaz qui sont en fait des pesticides, hein, qu'on utilise toujours aujourd'hui. Hein. La deuxième, c'est la bombe atomique. Et là, la bombe atomique, ça a été un silence total. On a appelé ça l'équilibre de la terreur. C'est-à-dire, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas aller plus loin que la bombe atomique. Alors, je ne sais pas comment ça va se terminer, et à la limite, ce n'est pas tellement important pour moi. C'est pas, ce qui est important, c'est que nous sommes dans un moment de choix, de décision. Qu'est-ce qu'on va faire comme choix, comme décision? Et ce que je pense, moi, c'est que ce qui est important pour moi, c'est la décision que je prends, moi. Voilà. Tous les gens qui sont dans ces mouvements de transition, qu'on voit dans le film Demain, ou dans En quête de sens, ou, voilà. Si c'est chaque fois un individu qui prend une décision, et qu'on est de plus en plus d'individus à prendre la même décision, eh bien, il y a un moment où cette décision s'étend sur la surface de la planète. On voit que de par le monde, aujourd'hui, la transition est en train de se développer de manière exponentielle. Et d'un autre côté, on a un mouvement, alors est-ce que c'est une force contraire, de résistance de la part des gouvernements, des multinationales. On voit l'élection de Trump. Ces deux forces, on a l'impression qu'elles sont vraiment opposées et que c'est comme un peu une guerre silencieuse qui est en train de se mener. Et on se demande qui va gagner. Est-ce que c'est la paix d'un côté avec la transition écologique et les citoyens du monde, ou est-ce que c'est de l'autre côté les grandes puissances qui vont l'emporter? Ce qui est sûr déjà, c'est que il n'y a que la paix qui peut gagner. La guerre ne peut pas gagner. La guerre ne gagne jamais. Dans la guerre, il y a des perdants et des gagnants, mais la guerre ne gagne jamais. Soit on disparaît, soit on renaît. Alors, moi, je fais le pari qu'on est en train de renaître en conscience. C'est chaque fois la conscience de quelque chose qui va nous amener à changer. Pourquoi il y a des mouvements de transition? Parce que dans les années 2000, début des années 2000, on a pris conscience que, on appelle ça le pic de Hubert ou le pic de pétrole, que le pétrole était une énergie finie. Voilà. Donc on s'est dit, mais on ne va plus avoir d'énergie, il faut qu'on commence à réfléchir. Pendant que, on va dire, puisque tu parles de deux forces qui sont en opposition, pendant que cette force qui est une force d'inertie, c'est le passé, c'est ce qu'on a appris, c'est notre façon de penser qui est sur des rails, continue à essayer toujours dans la même direction. Donc on creuse de plus en plus profond pour trouver du charbon, on rejette de plus en plus de pollution dans l'atmosphère. Pendant ce temps, il y a des gens qui cherchent tout à fait ailleurs.
Ce que je pense, c'est que moi, tout le travail que j'ai fait, c'est de me désinformer, de me défaire de la forme dans laquelle je suis venu au monde et dans laquelle j'ai appris à penser. J'ai appris à penser à l'envers, j'ai appris à penser autrement. Et d'un seul coup, tout devient, mais alors d'une simplicité extraordinaire. Et je m'aperçois qu'il suffit que je regarde le monde pour savoir exactement ce qu'il est. Je ne me raconte plus d'histoire. Quand on a une force hostile, bruyante, violente, qui est la force de la guerre, qui aujourd'hui est très largement majoritaire sur les effets qu'elle produit sur la planète. Voilà. Et on a une force qui est un petit enfant en train de naître. Cet enfant, on le protège, hein, on le fait monter doucement, 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 et quand il est prêt, il s'annonce. Il est en train de s'annoncer. Voilà. Et à mon avis, c'est un mouvement irréversible. Parce que même si cette force est plus faible, elle est neuve, elle est jeune, et c'est elle qui gagne. Je crois que la majorité des gens, dont moi, a peur non pas de l'après, parce qu'on est bien en train de parler d'un changement de période, d'un changement d'air, d'un changement de paradigme, on peut lui donner un peu le nom qu'on veut. Je pense que c'est surtout le point de basculement. Comment est-ce que ça va se passer? Mais je pense par contre qu'on est libre de choisir ce point de basculement. Oui. Je ne sais pas si on est libre. Oui, on est libre. Le point de basculement, il se passe en chacun de nous. En chacun de nous, on peut arrêter la guerre. Voilà. Je l'ai fait. J'étais un homme en guerre, je ne suis plus en guerre, donc je sais qu'on peut arrêter la guerre. Voilà. Ce qui me fait peur, c'est la joie de vivre. J'avais peur du bonheur. Je ne sais pas pourquoi. Je me projetais, j'ai été en dépression, j'ai été en guerre, j'ai tout traversé. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je me suis projeté en étant heureux parce que j'avais des flashs quand même de temps en temps où d'un seul coup, hop, le monde s'ouvrait, et j'étais bien. Voilà. Et quand j'étais bien, j'avais aucune peur. Mais quand je revenais en arrière, que je retombais un peu dans l'ombre, et que je me reprojetais, ça me faisait une peur, je ne sais pas pourquoi. La peur d'être bien, d'être heureux, d'être... Alors maintenant je me suis habitué, je trouve ça génial. On est formaté, hein, mis en forme par l'information. On est paresseux. Les gens qui sont dans le mouvement de la transition, c'est du travail. Ils sont obligés de se réunir, d'inventer des choses, voilà. Pour qu'on change de paradigme, il faut commencer par arrêter la pensée pour redémarrer sur une autre forme de pensée. Alors ça peut se faire petit à petit, moi je l'ai fait petit à petit. Mais chaque fois, c'est une forme de pensée qui s'arrête et j'en substitue une autre. Mais une chose qui est vraiment nouveau dans mon écriture, dans ce livre, c'est que j'ai écrit des livres sur la mondialisation, j'ai écrit des livres sur la simplicité volontaire, sur la décroissance. Et au début, je cartonne, je suis rentre dedans, voilà. Et puis petit à petit, j'ai appris à être de plus en plus didactique, de plus en plus accueillant, et de moins en moins, effectivement, de dénoncer de moins en moins. Quand j'ai fait ce travail sur la mondialisation, qui remonte à 30 ans maintenant, j'ai cherché la clé du problème dans le monde. J'avais cette phrase de Gandhi qui m'a habité tout ce temps-là, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Voilà. En fait, c'est une question qu'il pose à quelqu'un l'interroge et il lui répond par une question, est-ce que tu peux être le changement que tu désires voir dans le monde? Voilà. Et donc, à ce moment-là, je me suis aperçu que le monde extérieur était le reflet de ce que je vivais à l'intérieur de moi. Le monde est un miroir pour moi. Voilà. Donc si je suis en guerre, je vois un monde en guerre. Si je suis en paix, je vois un monde en paix. Et ça, je le garantis, je le confirme, je vois un monde en paix. Et même si je vois des situations qui sont des situations de guerre, le regard que je pose dessus me permet de faire la paix avec ça. Oui, j'accepte puisque je l'ai été et je me pardonne. J'ai été un homme en guerre qui a fait la paix avec lui-même. Donc quand je vois quelqu'un qui est en guerre, je ne vais pas le dénoncer, lui faire la guerre. Je lui dis simplement, tu crois que tu fais le mal, mon frère, réveille-toi, tu fais un cauchemar.
Tant qu'on crée du bien dans le monde, on crée du mal. Du reste, c'est pas difficile. Les Américains font la guerre au nom du bien, contre le mal. Donc ils ont besoin d'un ennemi. Donc jusque dans les années 80, c'était l'Union soviétique. Et puis aujourd'hui, c'est l'islam. Voilà, c'est clair. Mais en fait, ils n'ont pas besoin de faire la guerre. Ils ont besoin de faire la guerre juste pour justifier qu'ils sont en train de piller le monde, comme nous. Hein. Voilà, nous, on fait la guerre parce qu'on a besoin de trouver une bonne raison pour justifier qu'on est en train de piller le monde. Oui, on pille le monde et on se pille nous-mêmes. Voilà, c'est tout. Je reviens à la religion chrétienne. La première chose qu'on regarde, qu'on voit quand on rentre dans une église, c'est un homme crucifié sur une croix par ses frères. Un homme d'amour, son seul message, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais, et il est cloué sur une croix. Voilà. Mais il y a une magnifique image du Christ, c'est le Christ de Rio. Au-dessus de Rio, il est comme ça. Ça, c'est une belle image. C'est un Christ, un sauveur qui a les bras ouverts et qui accueille l'humanité. Jésus, c'est magnifique. C'est une religion d'amour, de tendresse, de bonté. Hein. Et les églises, qui soi-disant, en fait, parce que le christianisme, il a été inventé par l'Empire romain au IVe siècle, au IIIe siècle après Jésus-Christ. Hein. C'est-à-dire les Romains qui s'en sont lavés les mains de la crucifixion de cet homme dont je ne sais même pas s'il a existé. Hein. C'est pas important. L'important, c'est l'histoire qu'on se raconte. Hein. Ils l'ont laissé se crucifier, ils s'en sont lavés les mains, puis 3 siècles après, ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut en faire? Ben, tiens, on va en faire un Dieu unique. C'est intéressant. Pourquoi un empire a besoin d'un Dieu unique? Parce que l'Empire romain était trop étendu et il ne pouvait plus régner par la terreur sur ses conquêtes. Donc, il a régné par la manipulation de l'esprit. Il dit, voilà, je vous montre ce que c'est ce Dieu-là. C'est un Dieu qui se crucifie, c'est un sacrifice. Voilà. Aimez ce Dieu de sacrifice, donc sacrifiez-vous. C'est simple. Hein. Ils ont gagné. Ça continue aujourd'hui. Hein. On est toujours dans cette idée qu'on doit se sacrifier parce qu'on est coupable et pendant ce temps, on va à la mine et on travaille. Voilà. Donc, mais la réalité de l'enseignement du Christ, c'est pas la crucifixion, c'est la résurrection. Ce que nous enseigne le Christ, c'est qu'on est immortel. Et pour nous le montrer, il va jusqu'à se crucifier. Mais ce qu'il nous montre, c'est regardez que vous êtes en train de vous crucifier. Quand on descend dans sa propre ombre, comme je l'ai fait moi, quand j'arrive au bout, je vois que je n'ai pas besoin de Ponce Pilate, de Sanhédrine, de soldats romains. Je me crucifiais moi-même tout seul. Ben, une fois qu'on l'a vu, soit on est un maso, soit on arrête. Hein. Et on est libre, je le dis, on est libre de penser autrement. Des fois, j'accompagne un peu des jeunes à essayer de comprendre dans quelle situation difficile ils sont. Et je vois des retours, mais c'est absolument hallucinant, quoi. La vitesse de compréhension. J'aborde des points vraiment très pointus et je vois une jeune fille de 18 ans qui comprend tout. Simplement, il ne s'était pas autorisé à le penser. Il a fallu juste que je lui montre que c'était possible de s'autoriser à le penser pour qu'elle le pense. Elle savait qu'elle le pensait. Voilà. Je pense en fait qu'on n'enseigne rien aux autres. On leur montre simplement ce qu'ils savent. On a toutes les réponses en nous. Et je termine avec cette fameuse phrase de Socrate, dont on nous a amputé de la moitié pendant très longtemps, connais-toi toi-même. Et la phrase qui était inscrite sur le fronton du temple de Delphes disait, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Voilà. Et je termine sur le Big Bang, puisque j'ai... Voilà. Le Big Bang, c'est tout le temps. Il n'y a pas d'histoire de l'univers. Nous nous racontons une histoire. Le Big Bang est dans l'instant présent. C'est ce que m'a appris ma petite fille Manon, en me disant, si j'ai été dans ce petit point, je le suis toujours. Oui, nous sommes toujours dans ce petit point. Nous sommes un point de conscience de l'univers. Donc à nous de mettre cette énergie au profit de ce qui nous semble le plus juste. Voilà, de ce qui vous semble le plus juste. Du monde que vous voulez créer. Merci Hervé pour cette interview. Merci. Et on a hâte de découvrir ce nouvel ouvrage. Merci. À bientôt. À bientôt.